Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. La session budgétaire se poursuit à l'Assemblée nationale ce jeudi. C'était au tour des ministres en charge du système éducatif guinéen. Les débats ont été focalisés sur la crise que connaît l'école guinéenne depuis octobre dernier. Une Guinée sans plastique, c'est le rêve d'une dame comptable de profession. Mariam a décidé de tout abandonner pour s'occuper des déchets plastiques qu'elle utilise pour faire des dallettes. Vous allez le voir, l'initiative lui donne un boulot et une possibilité d'embaucher des jeunes. De plus en plus de migrants tentent désormais de traverser la Manche en bateau. Certains l'ont payé de leur vie. Il s'agit des migrants qui se sont trouvés bloqués à Calais, en France, en 2016. Je vous le disais à l'instant, le gouvernement poursuit la défense de son budget devant les députés à l'Assemblée nationale. Cette session du jour a enregistré le passage des ministres de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ils ont procédé à la présentation de leur budget sectoriel pour l'année 2019. Macky Sall et Ibrahima Souma. Successivement, les ministres ont été entendus chacun en ce qui concerne son budget sectoriel pour l'année 2019. Après avoir brièvement présenté les réformes engagées au sein de son département, le ministre en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation évoque la question de la crise qui mine l'enseignement préuniversitaire. Bien que les cours aient repris à maints endroits, des tentatives de déstabilisation demeurent et affectent le climat de quiétude. S'il vous plaît, si vous n'aimez pas la vérité, sortez. C'est ça la vérité. Si vous ne voulez pas écouter les ministres, vous sortez. Celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a dans son exposé signifié la nécessité d'une révision profonde de son budget pour atteindre les objectifs visés dans le cadre de la recherche scientifique. Nous avons découvert une femme à Farana qui avait le virus Zika, je crois le virus qui fait que quand les enfants naissent, ils ont des grosses têtes, qui a eu récemment lieu au Brésil. Heureusement, elle n'était pas enceinte, donc elle a pu être traitée. Et en zone forestière vers Zérekoré, nous avons aussi trouvé des souris avec la fièvre Lassa. Et très bientôt, une équipe russe avec nos scientifiques au mois de février iront sur le terrain pour poursuivre les recherches. Pour le président du groupe parlementaire des libéraux-démocrates, il est inacceptable que la situation perdure dans le secteur de l'enseignement. Il n'y a pas de problème d'orgueil. Votre objectif, c'est de discuter. Vous devez vous battre pour discuter avec Souma, qui est syndicaliste. Vous accordez pour qu'on reprenne les cours, pour que les enfants partent à l'école. Pour cette journée, les députés ont dans l'ensemble apprécié les efforts des deux autres ministres, à savoir le ministre de l'enseignement technique et celui de l'enseignement supérieur. Le procès qui oppose Albert Damontan Camara et Doussou Condé a été renvoyé pour le 20 décembre, ce après la fixation de la caution à 1 million de francs guinéens par le tribunal de Dixine, logé à la mairie de Ratoma. Dame Doussou est accusée de diffamation et de dénonciation calomnieuse par l'ancien ministre de l'enseignement technique. La synthèse avec Djibril Ba et Abdoulaye Camara. C'est un procès qui s'est ouvert par la fixation de la caution à 1 million de francs guinéens par défaut d'une absence de preuve de l'assistance judiciaire par le plaignant. Damontan Albert Camara reproche à la dame Doussou de dénonciation calomnieuse et de diffamation par voie de presse. Elle dit que l'ex-ministre dispose d'une société de distribution de carburant à Bokeh, une sortie médiatique considérée mensongère par le plaignant. Par le biais d'une citation directe, Damontan demande au tribunal de Dixine, logé à la mairie de Ratoma, une comparution de la prévenue qui vit actuellement aux États-Unis. La dame Doussou Condé a été citée à comparaître devant ce tribunal pour donner les preuves des accusations, des allégations qu'elle a alléguées contre M. Albert Damontan Camara. Donc c'est ainsi que pour régler ce préalable, le tribunal a fixé la somme de 1 million de francs guinéens comme consignation à payer par M. Albert Damontan Camara et renvoyé le dossier
au 20 décembre prochain. L'avocat de l'ancien ministre de l'Enseignement technique a transmis au parquet une copie certifiée de la citation directe depuis le 30 août. Alors, ni l'accusé ni son avocat ont fait signe de présence. Ce jeudi matin, le procès est renvoyé le 20 décembre. Chassé de l'esplanade puis de Gamal, le bloc libéral ne recule pas. Depuis ce mercredi, il a entamé une grève de la faim pour que les enfants reprennent normalement les cours et pour que les quartiers soient démilitarisés. Mais beaucoup se demandent si le gouvernement va être sensible à cette grève de la faim. Nous sommes allés le rencontrer pour savoir comment lui et ses militants se portent. Reportage Mamadou Saliouba et Thierno Sadouba. Des visages crispés, des sourires forcés et des coussins pour faire passer le temps. 2 jours aujourd'hui que Fayami Limono et ses militants n'ont rien mangé. Quand on fait une grève de la faim, ce n'est pas comme un Jean. Un Jean, je sais que mais Sanankou Kamara et les Diallo, quand c'est la nuit vers les 4 h du matin, ils peuvent prendre 4 kilos avant de commencer le Jean. Mais la grève de la faim, c'est pour tout le temps que vous décidez de la faire. Matin, nuit et jour. Donc depuis hier, ceux qui sont là s'offrent de l'eau potable. Un sacrifice pour la démilitarisation des quartiers et la reprise effective des cours. Le prix est lourd, certains parmi eux peinent à se tenir debout, affaiblis à ce point, mais jamais découragés. Votre présence d'abord me réconforte, la fatigue, mais pas tellement. Parce que vous êtes à côté, donc ça me donne encore de plus de courage de tenir. On continue jusqu'au bout. Le gouvernement va-t-il être sensible à cette grève de la faim? Fayami Limono et ses militants ont déjà été chassés de la place publique. Désormais, ils observent la grève à leur siège et même ici, ils reçoivent des soutiens par téléphone et par écrit. Et ils ont étudié, ils ont leurs enfants qui sont à l'extérieur, qui font de très bonnes études. Les pauvres qui sont là, qui ne se contentent que de la formation guinéenne et la formation donnée en Guinée, et que cette formation aussi soit confisquée par le même pouvoir en place. C'est décevant. Moi, c'est ce qui fait ma déception. La voix faible, Fayami Limono dit être pourtant bien portant. Des médecins les suivent. Les grévistes vont rester encore 2 jours sans rien manger. Par ailleurs, il faut rappeler que Dr Fayami Limono se trouve dans le viseur de la justice guinéenne. Le ministre de la Justice l'a fait savoir hier. Une plainte est en voie d'être formulée contre le président du bloc libéral. Souvenez-vous, à l'issue des élections communales de février dernier, Faya avait accusé certains juges de partialité dans le règlement du contentieux électoral. Le principal concerné s'exprime sur la question cet après-midi. Il est au micro de Mamadou Saliouba et de Thierno Sadouba. Le ministre est en train de faire beaucoup plus le journalisme que le ministre. Même si on est ministre de l'injustice, on peut agir. Il y a 6 mois ou 8 mois que j'ai appris déjà que je dois comparaître. Ben, je ne suis pas caché, je suis là. Le jour que j'aurai une convocation en bonne et due forme avec mon avocat, je me présenterai devant eux. Et je l'ai dit, je le répète, Monsieur le ministre de l'Injustice sera mon premier témoin à la barre. Le président du bloc libéral qui bénéficie du soutien de ses collègues de l'opposition au terme d'une plénière ce jeudi au QG de l'UFDG, les leaders membres de l'opposition républicaine ont condamné l'attitude des autorités qui ont tenu à disperser Fayami Limono et ses militants qui observent une grève de la faim. Ils annoncent par ailleurs une série de manifestations la semaine prochaine. Suivez. Nous annonçons la tenue d'une conférence de presse mardi prochain afin que monsieur le chef de file de l'opposition clarifie les raisons pour lesquelles depuis quelques mois nous manifestons contre les droits fondamentaux qui sont supprimés, contre la militarisation à outrance de la ville de Conakry et surtout contre l'arrogance du gouvernement qui refuse d'entendre d'abord les étudiants qui manifestent et l'opposition qui dit qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent mal dans notre pays.
Ensuite, il y aura une marche prévue jeudi. La nouveauté de cette marche, c'est qu'elle sera prévue, les points de départ seront prévus en plusieurs endroits. Et il y aura à plusieurs endroits de la capitale des leaders de l'opposition qui accompagneront ces marches-là, dont le point de ralliement final sera l'esplanade du Palais du Peuple. Les points de départ seront Bessia, Condé-Bougny, l'aéroport, Bonfi, Matam, Carrefour, Constantin, Koléa, Mosquée et Moussoudougu et Madina. Les points de départ seront là-bas. L'école primaire de Néguéa, une infrastructure en souffrance dans la ville de Dubreka. Notre équipe de reportage s'est rendue dans cette école qui date de 1960. Les latrines sont en manque, le bâtiment vétuste, puis l'école clôturée à moitié se trouve à côté des rails avec le passage quotidien des trains de CBK. Des ONG tentent de venir à la rescousse en créant des salles de jeu. Alceni Paris, Abou Koria Kourouma vous font découvrir cette école. École élémentaire de Néguéa, dans Dubreka. Bâtie en 1960, elle est l'une des plus anciennes de la ville. Avec un effectif de 1800 élèves, elle comporte 6 bâtiments. Derrière ces visages reluisants de ces jeunes élèves se cache l'enfer. Une école à côté des rails, presque sans cours. Les tables manquent, murs fissurés. Ici, pour gérer les élèves, c'est la rotation. Je veux qu'il y ait des mobiliers suffisants, qu'il y ait des salles de classe suffisantes, qu'il y ait des latérines qui permettent aux enfants de faire leurs besoins, qu'il y ait la cour, l'achèvement de la cour. Aussi bizarre que cela puisse paraître, l'école a bel et bien formé des cadres. Il y a l'honorable Elhadji Momodé Camara, député uninominal de Dubreka à l'Assemblée nationale. Hadji Aïssa Sako, présentement préfet de Bofa. Elhadji Alseni Bangoura, actuel maire de Dubreka. De nos jours, elle ne vit que de dons. Cette ludothèque est offerte par Ludo Bougou. De la fondation à l'équipement du centre, tout est fait par elle. Cette action intervient après Ségou, écolé au Mali, en 2013 et 2017. On a remarqué qu'il y avait toutes ces infrastructures en Europe. Et malheureusement, ici, il n'y a pas ces infrastructures. Le jeu permet énormément de choses. Il a un impact intellectuel, un impact psychologique, un impact affectif sur l'enfant. Il développe ses émotions, son intelligence, sa motricité. Dans l'insouciance, ils voient leur calvaire s'ouvrir. Autant dire que les responsables promettent l'entretien de l'édifice. Ce bijou-là sera bien entretenu et sera utilisé à bon escient. À chaque manifestation, les cours sont perturbés dans cette école par d'autres élèves de Dubreka. Une Guinée sans plastique, c'est bien possible. Une jeune dame vient de le prouver. Son nom, Mariam Mohamed Keïta. Elle transforme les déchets plastiques en dallettes. Cette entrepreneuse travaille d'arrache-pied pour contribuer à la propriété de Conakry. Mariam Fodé Camara et Tierno Sadouba sont allés à sa rencontre. Suivez. Des dallettes made in Guinée étalées sur une surface de terre comme échantillon. Pour obtenir ce produit, tout un processus est suivi. Un groupe de 5 personnes composé de 3 femmes et 2 hommes travaillent d'arrache-pied pour fabriquer ces dallettes. Sans ces tenues qu'ils portent, on les aurait confondus à des fous ou des enfants en plein jeu. D'abord, ils font le tri des plastiques par catégorie, pèsent avant de les fondre dans une marmite qui rappelle un haut fourneau. Ce liquide sera mélangé avec du sable préalablement tamisé. Comme dans un laboratoire en plein air, une quantité est déposée sur une moule en fonction du format de la dallette. C'est un rêve longtemps mûri qui commence à prendre forme. C'était pas facile pour moi. C'était très difficile pour moi, mais avec le courage et la persistance, je suis allée jusqu'au bout. J'ai essayé beaucoup de fois et ce que je voulais, je l'ai eu. Un semestre de travail, le bilan n'est pas si mauvais. 5 tonnes de plastique sont recyclées. 7 heures de travail par jour pour 40 pavés fabriqués. La quantité aurait pu être plus importante, mais à cause des faibles moyens, Mariam et son équipe se contentent de ce résultat obtenu. Avec cette transformation, manuellement, c'est pas facile.
Il faut qu'on fait un peu avec la machine, on ne peut pas continuer avec ces fumées. Vraiment, c'est un peu fatigant. Et nous lançons aussi un appel à l'État de croire en nous. Avant de nous donner chaque fois de l'argent comme ça, il faut nous donner seulement des contrats. Et ils vont voir ce que nous allons faire. Autonome, cette jeune dame a rangé son diplôme en comptabilité et gestion informatique pour se tourner sur ce travail emprunté en cours de chemin. Et vraiment, moi, je suis très très fière de moi aujourd'hui. Depuis que j'ai commencé ce travail, il n'y a plus rien dans la famille. Mon mari, il fait quelque chose, moi aussi je fais quelque chose. On partage tout ensemble. Au-delà de son équipe, c'est tout un groupe de jeunes ramasseurs de déchets plastiques employés par cette jeune dame. Résultat, elle participe à la propriété de la ville et réduit tant soit peu le chômage. Et puis le coup d'envoi du tournoi corporatif des médias guinéens est donné. Ces équipes issues des organes de presse de la capitale et de l'intérieur du pays vont en découdre jusqu'au 25 décembre 2018. L'événement a connu la présence des autorités sportives guinéennes, de plusieurs acteurs, mais aussi de la famille de Feu Abdoulaye Ba qui porte le nom du tournoi. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Alseni Ikamara. Awada qui touche son premier ballon. C'est ici, au stade de proximité de Nongo, que se joue le tournoi corporatif des médias. Les 16 équipes en lice s'affronteront en confrontation à éliminatoire direct à toutes les phases de la compétition. Lors du lancement de l'événement footballistique, les organisateurs ont d'abord remercié les participants avant d'insister sur les principes du tournoi. Vous avez montré et démontré depuis 2 éditions, nous en sommes à la 3e, que cet espace que nous avons créé est le vôtre, que cet espace est un espace de rencontre, de convivialité, mais aussi de retrouvailles. Il faut que la sportivité règne tout au long de la compétition, que le meilleur gagne. Le donateur du tournoi, Antonio Soare, président de la Fédération guinéenne de football, s'est fait représenter à l'événement par le secrétaire général de l'instance sportive. Merci d'avoir organisé ce trophée, non seulement à la mémoire d'un de vous, mais de donner le nom du trophée au président Antonio Soare. Nous vous disons un grand merci et nous pensons que cette façon de réfléchir, cette façon de conscientiser le public sportif par rapport à la reconnaissance va continuer. À partir de cette 3e édition, le tournoi des médias guinéens qu'organise chaque mois de décembre la structure Wassolon Agency porte le nom de notre regretté confrère Abdoulaye Ba, tombé au champ d'honneur en juillet dernier. La famille de l'homme reconnaît le geste. Ce tournoi représente tout pour moi. Et à voir cela, j'ai l'impression que je n'ai pas perdu mon mari, qu'il vit parmi nous, même si on ne le voit pas. Et le seul mot que je pourrais vous dire vraiment, c'est un grand merci. Merci beaucoup à vous. Pour le match d'ouverture, le groupe Gangan RTV a été éliminé à la séance des tirs au but par la formation de Star 21 TV. Le groupe Adafo Media entre en compétition ce vendredi 7 décembre dans l'espoir d'être le successeur de la RTG, tenant du titre. Dans la commune de Matam, un jeune footballeur a perdu la vie suite à une fracture à la cuisse. Mamadou Souma, c'est son nom, était sociétaire du club de l'Atlético de Coléa. Blessé à la cuisse lors d'une séance d'entraînement, perdra la vie 2 jours plus tard à la plus grande stupéfaction de ses proches. Notre équipe de reportage a assisté à son enterrement qui a eu lieu ce mercredi. Suivez le compte rendu signé Alpha Omar Baldé et Mamadouba Bongoura. L'une des véritables tragédies de la vie, c'est mourir à la fleur de l'âge. La population de Matam a dû faire face à ce chagrin ce mardi à l'annonce du décès de Mamadou Souma. À seulement 22 ans, ce jeune footballeur sociétaire du club de l'Atlético de Coléa avait réussi à marquer les esprits de son entourage. Jeunes, vieillards et femmes sont inconsolables, à l'image de son entraîneur formateur au centre Cefomig. Je me rappelle de ce jour, 2003, tu étais venu avec ton oncle. Nous avons évolué ensemble. Tu as toujours défendu l'intérêt de Cefomig. Nous voici aujourd'hui au bord de vide, puisque nous cherchons partout le visage que nous avons perdu. Courageux, humble et dévoué, cet étudiant de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia était avant tout un passionné de football. Sa passion, il l'a vécue pleinement. Malheureusement, il n'en tirera aucune gloire. Tombé sur le champ de bataille,
C'est une fracture à la cuisse contractée au terrain 2 jours plus tôt qui lui sera fatale. Il était très sérieux de tout ce qu'il apprend. Il travaillait dur pour réussir. Son objectif était de jouer au football. C'était son objectif. C'était une obsession pour lui de jouer au football. Et franchement, Dieu a décidé ainsi. Donc je prie le bon Dieu d'accueillir Mamour Souma dans son paradis. Et je demande tout le monde d'accorder le pardon à Mamour Souma. Que son âme repose en paix. Toute la famille sportive du pays est en deuil suite à la perte de cet espoir du football guinéen. Mamadou Souma, aussi appelé Koro par ses intimes, a été inhumé dans la journée de ce mercredi. Ailleurs dans le monde, pendant des siècles, les tribus des Hautes-Terres, dans le cœur longtemps demeuré impénétrable de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, se sont combattues avec des armes traditionnelles comme l'arc, la lance ou la hache. Mais l'arrivée récente et massive d'armes de guerre a changé la donne, menaçant de transformer la moindre querelle en boucherie. L'heure est au deuil pour cette tribu des Hautes-Terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Chris Solomon, 16 ans, a été tué par balle et découpé en morceaux en rentrant de l'école. Si les meurtriers courent toujours, les villageois suspectent le clan rival. Ils demandent justice et sont prêts à s'en charger si les autorités ne le font pas. Si le gouvernement n'agit pas, la violence se poursuivra, ça fera mal. Les guerres tribales font rage depuis des siècles dans ces montagnes reculées. Des conflits de plus en plus mortels depuis que les clans ont troqué les flèches pour des armes automatiques. Ce commandant de police a pris son poste il y a 3 mois et compte déjà des dizaines de morts. Car dans cette zone isolée, ils sont peu à faire confiance au gouvernement. Même s'ils signalent quelque chose, ça prend parfois du temps. C'est pourquoi les gens ont maintenant décidé de prendre la loi en main et de rendre justice eux-mêmes comme ils le veulent. C'est comme la justice de la jungle. Israël Laki se souvient du temps où les hommes se battaient avec des armes traditionnelles. Ce n'est pas bon de se battre avec des armes à feu parce qu'elles ne font pas du bien à notre tribu ou à notre quartier. Dans une guerre avec des armes à feu, tout peut arriver et tout peut être détruit. Les églises, les maisons, tout. Notre lieu de vie deviendra un désert et c'est pourquoi on ne veut pas se battre avec des armes à feu. Si on se battait avec des flèches, ça irait. L'armée s'est installée dans la province pour tenter d'apaiser les tensions. Mais pour beaucoup ici, sans renforcement de la police, la course aux armements n'est pas prête de faiblir. Bloqué à Calais depuis le démantèlement de la jungle fin 2016 qui a entraîné une surveillance accrue de la frontière routière et ferroviaire vers la Grande-Bretagne, de plus en plus de migrants tentent désormais de traverser la Manche en bateau. Certains l'ont payé de leur vie. Une bâche en guise de toit et un feu de bois pour se réchauffer. Ce père de famille, sa femme et ses 2 jeunes enfants ont fui l'Iran il y a 3 ans, victimes selon eux de persécutions en raison de leur conversion au christianisme. Comme eux, depuis le démantèlement de la jungle de Calais fin 2016, il serait environ 600 réfugiés à vivre dans cette ville du nord de la France. Objectif, émigrer au Royaume-Uni, mais la surveillance des routes rend désormais une traversée quasiment impossible. Ici, il y a de gros problèmes. Il fait très froid et mon fils n'arrête pas de pleurer. À l'image de cette famille bloquée en France et sans perspective, ils sont de plus en plus de réfugiés à tenter de rejoindre le territoire britannique par la mer. 40 tentatives cette année selon les autorités, dont 28 ces seules dernières semaines. Des chiffres jusqu'alors jamais vus. Les jours de beau temps, l'Angleterre est à portée de vue, une fine ligne blanche à l'horizon. 30 km à traverser, mais une facilité trompeuse, car à cet endroit, la Manche est balayée par de forts courants. Ils sont nombreux à l'avoir payé de leur vie. Ils embarquent sur des petites plages, un bateau vient les chercher, généralement un Zodiac, des petits bateaux, pour les emmener. Alors ils essaient d'accoster un ferry pour défier l'éco-radar et puis se diriger vers la Grande-Bretagne. La police maritime a renforcé ses patrouilles et a procédé à plusieurs sauvetages. Sans beaucoup d'effet, car les passeurs imaginent de nouveaux modes opératoires.
Dernière en date, le vol de bateaux de pêche afin de traverser la Manche directement sans s'accrocher à un ferry. Ce pêcheur de Boulogne-sur-Mer en a fait les frais. Mi-novembre, il est réveillé en pleine nuit par les autorités maritimes. Elles l'informent que son bateau a été repéré près des côtes britanniques. Volé quelques heures plus tôt, 17 personnes dont 3 enfants sont interpellées à bord de ce navire, endommagées durant la traversée. Les dégâts qu'il y a eu sur le bateau, carreaux fracturés, soucis moteurs, la passerelle, je vous explique pas dans la passerelle, c'est l'état. Le préjudice s'élève à plusieurs milliers d'euros et de longs jours d'immobilisation du bateau. Nous, ça nous fait mal parce que c'est notre bien, c'est notre outil de travail, ça nous touche beaucoup. Il faut l'avouer, j'ai une dent contre ça, quoi. Mais bon, après, quand on voit pour les migrants, c'est pas de leur faute. On aurait la guerre chez nous. Et puis qu'il faudrait sauver nos enfants, puis sauver notre famille, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait? On ferait pareil. Pour endiguer ces vols, la police demande aux professionnels et aux plaisanciers de renforcer la surveillance de leurs embarcations. Des marins inquiets de devenir la cible de nouveaux réseaux de passeurs et de nouvelles routes de migration. C'est tout pour cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Merci de votre fidélité. Passez une bonne soirée à notre compagnie. Au revoir.